Et si ce que vous pensez aujourd'hui ne n'est pas spécialement de vous? J'ai un pote à moi qui s'appelle Brice. S'il voit la vidéo et qu'il entend ça, il va directement te raccrocher. Donc, que un noir puisse avoir un travail, puisse avoir le même salaire qu'un blanc, puisse avoir des droits et puisse être considéré vraiment en tant que tel comme étant un homme à part entière. Pendant que tu dors, comme ils disent, eux, ils sont au charbon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pillow Talking. Pour être totalement honnête avec vous, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir cet épisode, que nous puissions par la suite débattre et échanger pour voir si ce que je dis a du sens ou pas pour vous et si ça résonne vraiment dans votre être intérieur. Épisode qui honnêtement dure depuis 3-4 ans dans mes notes. Et déjà, il y a 3-4 ans, je ne pensais même pas que j'allais faire un podcast. Et donc, nous y voilà. Et j'ai hâte parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a aidé à mieux me comprendre moi-même. Commencer directement en vous posant une question simple et claire. Et si ce que vous pensez aujourd'hui ne venait pas spécialement de vous? Et si vos convictions les plus fortes et personnelles n'étaient pas au final si personnelles que vous le pensez? Parce qu'en fait, le changement, il ne se fait pas en un jour. Ça ne se décide pas d'un coup, il n'y a pas une sorte de réunion, de sommet où les différents dirigeants de ce monde s'installent et décident de discuter de ce qui est ou non acceptable au sein de la société comme discussion, ce qui est ou non acceptable comme pensée commune. Ce changement, en fait, il ne se fait pas d'un coup, il se fait dans un déplacement. Et ce déplacement, figurez-vous qu'il a un nom, il s'appelle la fenêtre d'Overton. Car tout ce qui est normal aujourd'hui ne s'est pas fait en un jour, ça a pris un temps. Et afin de comprendre à quel point ce mécanisme est important et puissant, nous allons prendre un exemple simple et parlons pour tous, l'esclavage. Vous puissiez comprendre clairement, en fait, la fenêtre d'Overton fonctionne toujours par plusieurs étapes. Et donc, comme je l'ai dit, l'esclavage, l'étape 1, c'est une idée. Au tout début, elle est d'abord impensable. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'esclavage, il y a une époque où il était impensable qu'un noir puisse avoir un travail, puisse avoir le même salaire qu'un blanc, puisse avoir des droits et puisse être considéré vraiment en tant que tel comme étant un homme à part entière. C'était ça la première étape. La deuxième étape, ensuite, c'est celle de la radicalité, la radicale. En fait, à un moment, il y a eu un groupuscule de personnes, une minorité qui s'est levée au sein de la communauté noire et aussi de la communauté blanche, s'est réveillée un jour et s'est dit « Et si c'était pas normal de penser comme ça? Et s'il y avait un problème dans notre manière de faire les choses ?» Et donc, ces personnes-là, chez les Noirs, étaient radicales parce que certes, c'était quelque chose de mal, mais il y avait quand même beaucoup de Noirs qui avaient internalisé le fait qu'eux aussi, ils étaient faibles, eux aussi, ils étaient inférieurs. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y avait une minorité, dans le sens où il y avait quand même un groupe de gens qui avaient su, malgré tout, lever le temps et dire que ça, c'est pas normal. Appuyé aussi par certains Blancs qui, eux, encore plus, étaient vus comme des radicaux. Car imaginez-vous, à une période comme celle-là, en tant que Blanc, dire que oui, ce que nous faisons n'est pas bien. Et ensuite, après la pensée radicale, ça devient débattu par des livres, des médias, etc., qui font que, en fait, le sujet commence à prendre de l'ampleur. Il y a des échanges, il y a des débats, il y a un appui national et international qui se crée et qui fait que tout le monde se pose en plus de questions en se demandant si réellement ce qu'ils pensent était vraiment juste, était vraiment bien et c'était vraiment leur pensée à eux. Ensuite, après la phase de débat, vient ce qui est acceptable. Là, en fait, l'esclavage devient quelque chose de négatif. Tout le monde commence à voir ça comme quelque chose de problématique. Et certes, ça ne fait pas l'unanimité partout, mais ça prend de l'ampleur. Ça grandit. Il y a de plus en plus de personnes qui se lèvent et qui osent dire que ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Ça rejoint la prochaine étape qui est que ça devient populaire. Tous ceux qui pensent que l'esclavage est normal deviennent eux à leur tour problématiques. Et donc le problème change. On dit que l'homme noir est illégal et ceux qui ne pensent pas comme ça, vous avez un problème. Et pour finir, ça devient institutionnalisé. Il y a des lois, choses mises en place afin que tous puissent se dire que oui, c'est normal pour un noir d'avoir les mêmes droits qu'un blanc. Et on peut faire la même chose avec le droit de vote des femmes. Je vous ai assez expliqué le processus et donc vous pouvez le faire vous-même. Mais du coup, pourquoi ces exemples sont si importants? Pourquoi ils sont si parlants? Parce qu'en fait, ça permet de montrer deux choses. Ce qui paraît évident aujourd'hui ne l'était pas hier. Et ce qui paraît absurde pour nous aujourd'hui pourrait devenir totalement normal demain. On va prendre un exemple concret. On va prendre les relations amoureuses, amicales, mais plus les relations amoureuses. Il y a 30 ans, ne pas vouloir se marier faisait de toi quelqu'un de marginal, un paria. Et même il y a bien longtemps, limite, on jugeait une femme à la qualité de son mariage, au fait qu'elle puisse être mariée et même au fait qu'elle puisse avoir des enfants. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où tu peux être jugé à la vitesse à laquelle tu te maries. Si tu te maries à 22 ans, on va dire que c'est précoce. On va te poser des questions du style, est-ce que tu es sûr
Est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? On va essayer de te faire croire que ce que tu fais n'est pas bien. Et encore une fois, juste pour mettre un cadre, le but de cette vidéo n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien ou de porter un jugement à quoi que ce soit, non. Le but est juste de nous pousser à réfléchir à si vraiment tout ce que l'on pense vient vraiment de nous, ça fait vraiment partie intégrante de nos convictions ou si ce n'est pas juste le reflet de quelque chose qui a été inconsciemment mis en nous. Donc c'est ça, les enfants, ça devient un sujet aussi un peu tabou. Multiplier les partenaires à l'époque, c'était caché. Certes, ça a toujours existé. On pouvait très bien avoir des personnes qui avaient plusieurs relations extra-conjugales, mais ces genres de relations étaient cachées. Mais de nos jours, limite, c'est au vu et au su de tous. Surtout dans nos communautés africaines où on peut très bien voir des parents que l'on connaît, qu'on pourrait entre guillemets admirer dans la vie de tous les jours et se rendre compte qu'en fait, ils ont plusieurs mariages, plusieurs copines qu'ils entretiennent en dehors de leur mariage connu, on va dire. Et toutes ces choses-là montrent vraiment qu'il y a une évolution. Avant, c'était impensable de décider que tu pouvais être seul. Et maintenant, en fait, ça devient presque un but, un objectif. Et ça devient presque normal de se dire que je veux finir ma vie seul ou que je veux finir ma vie avec quelqu'un sans forcément avoir cette étiquette. Et c'est ça aussi le problème, c'est que de nos jours, on a de plus en plus peur de l'étiquette. On va toujours trouver un moyen de détourner, de contourner. Moi-même, j'ai fait ça, pour être totalement honnête avec vous. J'ai fait ça où, en fait, maintenant, à contraire de l'époque où il y avait directement cette clarté dans nos actions, dans nos actes par rapport aux relations. Aujourd'hui, on va utiliser des choses qui nous permettent d'avancer tranquillement. Dans le sens où on va parler à quelqu'un et quand on va te demander qu'est-ce que nous sommes, on pourra dire des choses du style on verra avec le temps, je fais au feeling, pas nous coller une étiquette parce que ça ne veut rien dire, on se sait tous les deux. Et au final, c'est des choses qui deviennent de plus en plus normalisées et pratiquement normal de ne plus donner d'étiquette. Peut-être que ça vient d'une peur, je ne sais pas, à vous de me dire, peut-être que vous pensez que ça vient d'une peur. Pour ma part, je dirais que oui. Avoir peur de s'engager vraiment, de se livrer entièrement parce qu'on se dit que s'investir, c'est être faible, que donner, c'est perdre quelque chose. Toutes ces choses-là découlent de ce que nous voyons, de ce que nous lisons, de ce que nous discutons dans la vie de tous les jours et par des médias, par les séries. En parlant de ça, justement, pourquoi j'ai parlé des relations, c'est que c'est une histoire en deux temps et c'est justement ça qui a créé, entre guillemets, cet épisode. C'est qu'un jour, j'étais sorti avec un groupe d'amis, je pense 3-4 garçons et 5-6 filles, c'est important. On discutait juste, on riait et à un moment, comme tout groupe de jeunes à cette époque-là, il y a un de mes amis qui a lancé la fameuse question du body count. Je tiens à dire que ce ne sera pas un épisode sur les body count, etc. Je ne tiens pas à être ce genre de contenu. Un pote à moi qui s'appelle Brice, s'il voit la vidéo et qu'il entend ça, il va directement te raccrocher. Donc, on faisait le tour, à savoir quel était ton body count. Tout le monde a joué le jeu, on va dire. Deux événements importants de cette soirée-là qui m'ont marqué et qui m'ont fait me poser la question par la suite de ce que je pensais. Et donc, on est arrivé à mon tour et j'ai donné ma réponse. La majorité des filles ne m'y croyaient pas. Se disaient que c'était impossible et tout. Là, ça a créé un petit débat. Et par la suite, ce qui a encore plus accentué le choc que j'avais, on va dire, c'est que par la suite, on a demandé aux filles quel minimum accepteraient-elles de la part d'un gars. Encore une fois, voyez-nous comme des petits frères. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. C'était l'époque, tout le monde avait ce genre de débat dans un groupe, désolé. Mais donc, on a posé ça et il y a une fille qui a dit que moi, ça ne me dérange pas un certain nombre. Je ne vais pas le dire ouvertement. Et moi, ça m'a choqué et je me suis dit, oh, mais c'est une dinguerie par rapport à ce que toi, tu as dit comme étant ton body count. C'est largement supérieur à ce que toi, tu as, entre guillemets, à proposer. Puis, elle m'a dit un truc qui m'a choqué. Elle m'a dit, oui, mais c'est normal, surtout pour les gars de BX et de Belgique, d'avoir ce body count. Du coup, je ne m'attends pas à ce que je puisse pouvoir trouver un gars qui soit en dessous de ça. Et là, en fait, ça m'a travaillé par la suite parce qu'en fait, le deuxième flashback, c'est que depuis toujours, moi, j'ai toujours voulu me marier. Déjà, quand tu grandis dans un foyer africain, même si tu n'as pas seulement de raison, tu sais qu'en fait, c'est le seul chemin au final. Tu sais que tu vas d'office te marier parce que si tu ne te maries pas et si tu as, entre guillemets, une relation hors conjugale, tu seras jugé comme un paria, ta famille va porter un jugement, etc. En fait,
tu vas être décrédibilisé juste à cause de cette union non reconnue par l'État et par la religion. Et du coup, durant les 10 premières années de ma vie, je voulais me marier. Et je ne sais pas à quel moment il y a eu un shift. Je ne voulais plus me marier spécialement. Je ne voulais plus avoir cet engagement-là. Je voulais avoir un enfant, mais l'idée de me marier était devenue secondaire. Je me disais, si j'ai un enfant, si après il faut me marier, je vais me marier, mais ce n'est pas nécessaire. On peut très bien vivre ensemble. Et surtout, c'était une époque où il y avait beaucoup de différentes séries. Et ça ne veut pas forcément dire que j'étais influencé par ça, mais je pouvais très bien regarder Incroyable Famille Kardashian avec ma petite sœur et je pouvais très bien voir la relation que Courtney avait avec son gars où ils avaient des enfants et ils vivaient et tout était bien en fait. Des choses à force de voir ça, en fait, je pense que ça a inconsciemment travaillé sur ma manière de voir les choses et depuis cette période-là, je n'accordais plus une si grande importance au mariage. Toutes ces choses-là ont fait que, au fil des ans, j'ai commencé à me comporter comme si en fait le mariage n'était plus aussi important. Donc, dans mon approche, en grandissant, comme je l'ai dit, je parlais aussi à mes fréquentations en disant je verrai, on verra bien où ça nous mène, etc. Cette soirée-là avec mes amis. C'est en rentrant chez moi, je me suis posé la question, je me suis demandé en fait, par rapport à tout ce qui est body count, par rapport à même, j'ai poussé la réflexion par rapport au mariage, pourquoi en fait maintenant le mariage n'est plus aussi important pour moi? Qu'est-ce qui a fait à un moment, qu'est-ce qui a fait que ça puisse shifter? Je me suis rendu compte que c'était la société et avec tous les médias qui ont fait qu'en fait dans ma tête, j'ai changé de manière de voir. Je me suis dit que c'était plus si grave de ne plus être marié. Et c'est OK pour tout le monde. Si demain quelqu'un veut ne pas se marier parce qu'il estime que ça ne apporte rien de bien, que bien lui fasse. Mais la question c'est en fait, pourquoi tu crois ce que tu crois? Est-ce que vraiment il y a un fondement derrière ça ou c'est juste l'accumulation des discussions et de l'algorithme que tu as vu qui fait que tu penses comme ça? Et c'est ça la question. Peu importe le sujet, on peut se poser la question, est-ce que c'est un progrès de pouvoir avoir le choix, entre guillemets, de se marier ou pas? Peut-être. Est-ce que c'est peut-être aussi une réaction collective à la peur? Car on le sait tous de nos jours, ça devient compliqué un peu de se confier, de se dévoiler pour vraiment fonder une relation. On a tous un peu peur de tout ce qu'il y a en fait comme demande par rapport aux relations. Tout ce qu'il faut faire comme sacrifice pour avoir vraiment cette relation. Du coup, oui, aussi peut-être. Mais au final, notre cerveau fonctionne à l'exposition répétée. Ce qu'on voit souvent devient familier. Ce qui devient familier n'est plus spécialement moins menaçant. Et ce qui est moins menaçant, en fait, on finit par l'accepter. Et ça s'appelle en fait l'habituation. Et tout ça se crée à cause des réseaux, à cause des médias, à cause de différents facteurs. Avant, il y a 20-30 ans, pour qu'une idée puisse être répandue, pour que la fenêtre puisse se déplacer, en fait, pour que les sujets deviennent acceptables dans notre communauté, ça prenait du temps. Ça pouvait prendre 1, 2, 3, 4, voire plusieurs années avant que ça puisse vraiment prendre de l'ampleur. Mais de nos jours, avec les médias sur les réseaux, avec TikTok, Instagram et tous ces algorithmes-là, en fait, la fenêtre, elle bouge continuellement. Elle bouge facilement et parfois c'est difficile de tout suivre. Les algorithmes amplifient tout. Ce qui choque, ce qui divise, ce qui accentue les émotions, ce qui excite. En fait, tout est décuplé par rapport à ce qu'on avait auparavant, grâce ou à cause, ça dépend de cette fenêtre qui se déplace de plus en plus à cause des médias qui ont de plus en plus d'importance dans nos vies de tous les jours. Tu te réveilles, tu vas sur TikTok, sur Instagram, et tu vois des relations de couple où ils sont ensemble sans être ensemble, où ils ont des enfants sans vraiment avoir de bague. Et l'habitude se crée et on ne trouve plus si choquant que ça ou si abusé, on va dire, que ça. Une idée qui est répétée des milliers de fois, en fait, elle devient d'un coup tout normal, tout à fait normal. Un autre exemple, c'est la culture du travail, la hustle culture. À l'époque, c'était pratiquement glorifié d'avoir un travail, on va dire, lambda, où tu te réveilles à 9h, tu vas au travail et tu rentres chez toi à 17h, 18h. C'était tout à fait normal et c'était limite valorisant et glorifiant de faire ça. C'est déjà quelque chose d'important et de sérieux par rapport à ton identité. Mais maintenant, avec les réseaux où on voit, entre guillemets, des jeunes tous les jours devenir de plus en plus riches, devenir de plus en plus millionnaires, acquérir de plus en plus de choses, on a l'impression que quand tu prends le temps de respirer,
d'être posé chez toi et de ne juste rien faire, inconsciemment, tu vas mal te sentir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive parfois, où c'est ton jour de repos. Tu n'as rien, absolument rien à faire. Tout a déjà été fait. Si tu travailles, c'est ton jour de repos. Et si tu es aux études, tu as déjà tout étudié. Et du coup, tu peux, entre guillemets, respirer. Mais même dans ce souffle-là que tu prends, tu vas te sentir stressé. Tu vas toujours te dire que si je dois pas faire ça. Tu vas aller sur TikTok, tu vas voir des gens, pendant que tu dors, comme ils disent, eux, ils sont au charbon. Et là, ça va te travailler et tu vas te demander en fait si ce que tu fais est vraiment bien. Et au final, pour certains, c'est vraiment un déclencheur où vraiment ils vont se dire que oui, c'est cette vie-là que je menais. Mais pour d'autres, c'est une pression qui se met et ils finissent par adopter cette pensée de se dire qu'ils doivent constamment être en mouvement. Mais quand on creuse vraiment le fond de cette pensée, on se rend compte qu'au final, elle n'est basée sur aucune de leurs convictions réelles. Et c'est dommage parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui se fait petit à petit, à force de voir quotidiennement, tous les matins, tous les soirs, quand tu te réveilles, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, tu vois constamment la même chose, tu vois les mêmes personnes, les gens qui ont le même âge que toi, qui font, entre guillemets, mieux que toi. C'est devenu presque un badge d'honneur de faire 2-3 choses à la fois, en dehors de ce que tu fais de base, en dehors de tes études ou en dehors de ton travail. C'est presque une médaille de dire que ah ouais, je fais ça à côté, ah j'ai ça de côté, j'essaie de développer ça, j'essaie de grandir dans ça. Et encore une fois, il y a du bon, c'est libre à chacun de décider ce qu'il y a du bon ou pas à dire par rapport à ça. Et donc c'est la même chose, comme j'ai dit encore avec les relations, il y a différents discours qui viennent et qui nous formatent, des discours par rapport aux red flags, par rapport aux différents types de personnes qu'on peut rencontrer, tout ce qui est toxique, etc., qui font qu'on utilise à tort et à travers ces choses. Et inconsciemment, ça joue dans notre manière de voir les choses. C'est les pensées que nous pensions ne pas avoir à nous finissent par être développées et ça nous change. Et à force, on finit par se dire que s'attacher et risquer quelque chose, comme je l'ai dit, donner, c'est perdre quelque chose. Et s'investir, c'est peut-être d'un côté être faible. Mais du coup, la question qui se pose, c'est as-tu vraiment choisi ces conclusions? As-tu vraiment pris le temps d'assimiler toutes ces choses et de dire que oui, je pense pareil? Ou c'est juste à force d'être dans un environnement qui te crée un décor qui n'est pas le tien, tu finis par, comme un caméléon, on va dire, t'adapter au décor qui est en face de toi et juste te fondre dans la masse. Parce que ça aussi, il y a cette forme de pression sociale. On ne peut pas toujours dire que cette personne est faible. Certes, oui, il y a certaines personnes qui sont réellement faibles et qui nécessitent un peu plus d'accompagnement, mais parfois, c'est juste une sorte de pression sociale, une question de survie sociale où tu es inconsciemment obligé de devoir t'adapter à ce qui est en face de toi. Parce on le sait tous, maintenant plus que jamais, il y a certains sujets qu'on ne peut pas avoir partout et surtout avec tout le monde. Il y a certains sujets où, de manière intelligente, pour te fondre dans la masse, tu es obligé de, pas forcément ne pas dire réellement ce que tu penses, mais d'édulcorer un peu, de l'adoucir un peu pour que ça puisse mieux passer et que tu puisses être plus accepté, on va dire. Parce qu'au final, et c'est ça le principe, c'est que la fenêtre, quand elle se déplace, elle ne te dit pas spécialement quoi penser. Elle n'est pas là pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Au contraire, en fait, elle rend juste certaines pensées un peu plus confortables. Confortables dans le sens où, quand tu penses ça, en fait, il n'y aura pas de combat. Tu n'auras pas à devoir te justifier auprès de personnes parce que tu sais que cette pensée-là, elle est confortable, tout le monde la partage. Parce qu'au final, la fenêtre, elle n'est pas là pour te dire quoi penser. Elle n'est pas là pour t'obliger à penser certaines choses, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui vient et t'oppresse au point de penser quelque chose. Non, ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle rend certaines pensées confortables et à l'inverse, elle rend d'autres pensées inconfortables. Confortables et inconfortables. Une idée partagée par plusieurs ne va jamais vraiment te challenger. Tu seras toujours à l'aise à l'idée de dire réellement ce que tu penses, entre guillemets, quand tu sais que tout le monde partage la même idée que toi. Et c'est dans ce sens-là où ça sera confortable. Et à l'inverse, une idée qui sera en dehors du cadre, comme je l'ai dit plus tôt, acceptable, après avoir été débattue, en fait, dès qu'elle quitte ce cadre acceptable, bah, du coup, tu seras dans un petit sentiment d'inconfort parce que tu sais que tout ce que tu dis pourra être porté à confusion, pourra prêter à confusion, pourra être jugé et pourra te mettre dans une certaine case et tu pourrais finir par être exclu à cause de ce que tu as pu dire ou faire. Et on le sait tous parce qu'on l'est tous en soi, mais l'humain a pour habitude de choisir ce qui lui est le plus confortable possible. Et c'est comme ça que ça se passe.
inconsciemment, tu vas finir par choisir ce qui est le plus de confort pour toi. Et comme je pense l'avoir dit, mais pour moi, je pense tous à un certain degré ou un autre, on a tous été influencés par cette fenêtre d'Overton. On a tous des pensées, ou on a tous eu ou reçu des pensées, ou créé une norme qui a été influencée et qui inconsciemment ne vient pas spécialement de nous et pour lesquels on n'a pas spécialement d'arguments probants pour justifier ce que nous pensons. On va prendre un exemple sociétal plus large aussi, qui me tient en soi particulièrement à cœur parce que, honnêtement, c'est n'importe quoi, on va le dire clairement. C'est que, comme je l'ai dit plus tôt, par rapport au droit de vote des femmes, par rapport à tout ce qui est lié aux femmes, notamment le droit de décider, de choisir ou non d'être une femme au foyer, on a un phénomène actuellement où, en fait, je vais essayer de pas trop me mouiller, il est reproché à certaines femmes maintenant de décider d'être mère au foyer. Je sais pas si vous l'avez déjà vu comme moi, mais je vois de plus en plus ça, même en dehors des réseaux sociaux, juste dans la vie de tous les jours aussi, on peut avoir sur des discussions où, limite, parfois, je ne suis pas une femme, du coup je peux le savoir, mais parfois, je sens un jugement de la part d'autres femmes quand l'une d'entre elles dit vouloir être une femme au foyer. Alors qu'à la base, en fait, pour moi, je considère qu'il y a deux types de changements que crée la fenêtre d'Overton. Il y a des changements qui ne nécessitent pas de choix, qui ne créent pas la possibilité d'avoir un choix. Comme on a dit par rapport à l'esclavage, c'est un changement qui ne nécessite pas de choix. Tu ne peux pas choisir d'être ou pas pour ou contre ça. Tu n'as pas le choix de vouloir ou pas ça. Demain, si je croise un autre noir et qu'il me dit « Ah, en vrai, j'aurais bien aimé être un esclave à l'époque. » Je trouverais ça totalement bizarre. De même pour les droits des femmes, quelqu'un qui dit « Ouais, non, j'aurais bien aimé ne pas voter » ou une femme qui dit « J'aurais bien aimé ne pas voter » ou un homme qui dit « Les femmes ne devraient pas avoir le droit de voter », on va tous le regarder bizarrement. Mais par rapport au fait de choisir ou non d'être une femme au foyer, en fait, ça a créé un choix, en fait. Un choix qu'elle n'avait pas à l'époque. À l'époque, la majorité des femmes, pratiquement toutes, n'avaient pas le choix entre être mère au foyer ou avoir la possibilité de travailler. C'était un luxe pratiquement de travailler. Ton seul choix, entre guillemets, c'était d'être une femme au foyer et d'être là pour tes enfants. Mais maintenant, grâce à ce changement, grâce à ce déplacement de la fenêtre d'Overton, en fait maintenant, elles ont le choix de décider. Et c'est ça qui est beau. C'est la beauté de ce truc, c'est de se dire que demain, tu es une femme, tu peux ou pas décider de rester chez toi. Mais je constate de plus en plus qu'il y a une sorte d'agenda par rapport à ces femmes-là qui décident de, entre guillemets, revenir en arrière, entre guillemets bien sûr, de revenir en arrière et de décider quand même de rester femme au foyer. Et je trouve ça très dommage et ça montre vraiment à quel point ce changement, cette fenêtre est puissante parce qu'elle est vraiment dépendante des médias et des réseaux. C'est vraiment quelque chose qui fluctue au vent des appréciations de tout le monde et de n'importe qui. Et c'est ça qui est dommage. Et en fait, on se rend compte que on n'est pas là pour parler de bien ou de mal. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo de dire que cette chose est bien, cette chose est mal. Moi, j'ai mon opinion par rapport à ça. Je pense avoir exprimé de manière plus ou moins claire ou sous-entendue ce que je pensais de certaines choses. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire que cette chose est bien, cette chose est mal. Ce n'est pas de dire que c'était mieux à cette époque, c'est mieux maintenant. Non, là on parle juste de déplacement. Et de se rendre compte que ce déplacement, en fait, quand il devient massif, il peut carrément changer toute une culture. Il peut façonner quelque chose qui était là depuis des générations en un instant. Tout peut changer directement comme ça. Et en fait, ça peut faire d'une absurdité, on va dire, une norme. Et cette norme peut avoir une telle importance dans la société, dans la culture, qu'elle devient dominante. Et quelque chose, quand elle est tellement dominante à ce point, en fait, elle finit par être invisible. C'est comme l'air. L'air nous environne. L'air est tellement dominante que, en fait, on n'a plus besoin de notifier la présence de l'air. Parce qu'on sait que ça existe. On sait que c'est partout, mais on ne va pas seulement le sentir. Et pourtant, à chaque respiration qu'on fait, à chaque chose qu'on fait, intérieurement, inconsciemment, on a conscience de cette chose-là. Et c'est la même chose pour certaines normes que crée la fenêtre d'Overton.
comme je l'ai dit par rapport à mes pensées de l'époque, par rapport au mariage, etc., j'avais pas conscience qu'elle était là. Elle était devenue invisible et pourtant, inconsciemment, je savais qu'elle était présente, cette norme dominante en moi. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, c'est de révéler l'invisible, entre guillemets. Remettre à jour ce qui était invisible pour le rendre visible et pouvoir avoir un esprit critique par rapport à ça, le regarder cette norme devant nous et se dire, est-ce que je veux vraiment que cette chose puisse rester en moi inconsciemment pour le restant de ma vie? Parce qu'au final, une norme dominante devient invisible et ce qui devient invisible, on ne le questionne plus. Et c'est ça le problème, c'est ça qui est problématique. Et psychologiquement, en fait, on se rend compte que l'humain, en général, il a besoin de 3 choses dans la vie. Un sentiment d'appartenance, de validation et de sécurité. Et quand une idée entre dans la zone acceptable, comme je l'ai dit plus tôt par rapport aux étapes, impensable, radical, débattu, puis acceptable, dès qu'une idée arrive à passer ces étapes pour en arriver au stade d'acceptable, en fait, elle offre ces 3 choses. Elle offre la sécurité, la validation et l'appartenance. Parce que, en fait, dès que tu sors de ce cadre que la fenêtre a créé, tu as droit à l'isolement, au rejet, aux moqueries. Et donc, tu ne te sens plus à l'aise, tu ne te sens plus chez toi, tu ne te sens plus en sécurité parce que tout ce que tu peux dire pourrait être un souci plus tard, pourrait te causer du tort, pourrait te faire du mal inconsciemment, directement ou indirectement. Alors inconsciemment, on finit par s'aligner, on finit par se dire ce que je pense, ouais, mais je dois rester comme ça parce que sinon, à côté, ils vont pas me rater. Et donc certains pourraient dire encore une fois que c'est de la faiblesse, que c'est manquer de force de caractère, mais pas du tout. J'accorde que pour certains, oui, c'est vraiment une sorte de faiblesse, mais pour la plupart, c'est pas de la faiblesse, c'est juste de l'instinct de survie sociale. Tu es obligé de passer par là pour être accepté, parce qu'au final, on veut tous être acceptés. Que vous le vouliez ou non, je pense vraiment qu'on a tous ce sentiment de vouloir être accepté tôt ou tard. Et la dimension plus profonde à tout ça, la dimension qui est vraiment importante, c'est que spirituellement, on peut venir à se poser la question de si une société peut normaliser presque n'importe quoi, du moment qu'on lui laisse du temps et un cadre assez souple, assez élastique. Sur quoi se basent nos normes? Sur quoi se basent nos valeurs, nos convictions et nos pensées? Est-ce que c'est sur la majorité, sur l'époque, ou sur quelque chose de plus solide et de plus intrinsèque à notre personnalité, de quelque chose qui est vraiment nous, qui vient réellement de nous et de ce que nous sommes au fond de nous. Donc est-ce que c'est vraiment une base solide? Parce qu'au final, l'histoire nous montre clairement que les normes changent. Tout est une question de cycle, tout est une question de renouvellement, de changement, de progression. Mais la conscience individuelle, elle doit rester la même, elle doit pouvoir être apte à réfléchir et de constamment remettre en question toutes les couches qu'on accumule au jour le jour. Parce que chaque jour est un nouveau jour, on accumule de nouvelles informations, de nouvelles pensées, de nouvelles données. Et c'est à nous, en tant qu'humains, d'essayer le plus possible de remettre quotidiennement ces informations à jour. De se redire vraiment, ça, j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai compris ça aujourd'hui, est-ce que ça vient vraiment de moi? Est-ce que je suis vraiment d'accord par rapport à ça? En quoi ça ne va pas avec mes valeurs, etc. Parce qu'au final, c'est ça aussi l'objectif. C'est ça aussi une preuve de maturité, de se dire que ce que je pense peut ne pas être à moi. Parce que dès l'instant où on prend conscience que certaines choses ne viennent pas spécialement de nous et qu'on accepte vraiment nos pensées, en fait, on déplace la chose. On prend la responsabilité entière de nos pensées et on peut plus facilement être à l'aise à l'idée de les montrer au monde. Parce que dès l'instant où tu es responsable de tes pensées, en fait, tu n'as plus peur du changement. Tu n'as plus peur que ta pensée puisse être traitée comme radicale aux yeux de tous. Parce que tu es sûr, au fin fond de toi, que c'est ce que tu penses réellement. Parce que tout ce qui est contraire à ce que tu penses, en fait, ça va à l'encontre de qui tu es réellement. Et donc, même si demain, quelque chose change par rapport à tout ce que les gens pensent, toi, ce que tu es, ce que tu penses, reste la même chose. Et attention, bien entendu, on a parlé d'un chemin de la fenêtre, impensable, radical, etc., jusqu'à être institutionnalisé. Mais la fenêtre peut aussi faire le sens inverse. On peut très bien avoir des choses
qui était populaire redevenir tabou. Et c'est ça aussi le danger. L'histoire politique nous montre régulièrement, comme on peut le voir en Belgique, avec, en Europe en général, avec toute cette histoire de migration, etc. C'est que, encore une fois, à l'époque, c'était impensable que le monde puisse être ouvert au déplacement de tout le monde. Que des Congolais puissent aller en Belgique, que des Belges puissent aller à Y location. Et maintenant, grâce à la mondialisation, la globalisation, etc., c'est devenu possible. Donc la fenêtre d'Overton a dépassé toutes ces choses-là dans des trucs institutionnalisés. Il y a des lois pour la migration, il y a des lois pour tout ce qui est lié au fait de se déplacer vers notre pays maintenant. Et maintenant, du coup, comme je l'ai dit, la fenêtre d'Overton, petit à petit, de nos jours, on voit qu'elle revient. Elle retourne à son état de base qui était impensable. Où maintenant, en fait, les idées radicales et à la base, le fait qu'on ne voulait pas les étrangers chez nous, c'était devenu radical. Mais maintenant, ça devient un sujet d'actualité. Maintenant, tout le monde peut le dire ouvertement et on voit de plus en plus de propositions de loi par rapport à ça, par rapport au fait de limiter l'accès au territoire. C'est un exemple clair et net de comment la fenêtre se déplace en fonction du climat politique, du climat sociétal, des différents facteurs et surtout, encore une fois, des médias et des réseaux. Parce qu'au final, elle reflète juste le pouvoir culturel qui domine à l'instant T. Et c'est ça qui est encore plus choquant et inquiétant. C'est dire que c'est pas forcément ce qui est normalisé qui est automatiquement bien. C'est juste à qui appartient le pouvoir et qu'est-ce que ce pouvoir en question pense être bien ou pas. Et c'est juste ça qui compte. Et au final, le but n'est pas de rejeter la modernité en disant que ouais, maintenant il y a trop de choses qui ne vont pas, etc. Non, ce n'est pas non plus de dire qu'à l'époque, c'était mieux. Il y avait plus de pudeur, il y avait plus de mariage, il y avait plus de... Non, c'est aucunement le but de cette vidéo ou autre. Non, le but est simple et plus exigeant, c'est de vraiment se remettre en question et se demander pourquoi je crois ce que je crois. Qu'est-ce qui fait que je crois que je crois et d'où ça vient? J'ai adopté la norme dominante, dans quel but? Est-ce qu'elle est vraiment ce que je pense ou c'est juste confortable? Et du coup, voilà, c'est ça, la fenêtre d'Overton, en fait, elle n'est pas là pour enlever ton libre arbitre. Comme je l'ai dit, elle est juste là pour remettre un décor nouveau au choix que tu as en face de toi. En fait, tu as plusieurs choix autour de toi. Tu as plusieurs différents facteurs qui te poussent ou non à choisir X ou Y chose. Et la fenêtre, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un nouveau décor où, en fait, ton choix va être influencé par certaines choses, par les médias, par ce que les gens en pensent. Et inconsciemment, en fait, toi qui avais une multitude de choix, tu finis par être influencé par cette fenêtre et te dire qu'au final, tu n'as que ce choix à faire, tu n'as que ça à dire, tu n'as que ça à penser parce que sinon, en dehors de cette fenêtre, de ce cadre-là, tu passeras pour quelqu'un de radical, d'extrême et potentiellement de quelqu'un de dangereux. Et prendre conscience de tout ça, c'est faire preuve de maturité et c'est aussi, en comprenant ce mécanisme, une manière de récupérer cette liberté et ce pouvoir que la fenêtre d'Overton nous prend petit à petit à mesure qu'on finit par être influencé par les médias. Du coup, voilà, c'est tout pour cet épisode de Pillow Talking. J'espère que ça vous a plu et que potentiellement ça vous a ouvert les choses sur certaines choses, ça a créé un début de réflexion sur qui vous êtes réellement, sur ce que vous pensez réellement. Et si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, aussi ce qui est très, très probable, c'est aussi ça le but, c'est vraiment d'échanger. Et j'ai hâte de découvrir ce que vous pensez, ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet et ce que vous avez à contredire par rapport à tout ce qui a été dit. Et si jamais vous avez aimé au point où vous aimeriez avoir ce genre de sujet avec plusieurs personnes autour de moi pour vraiment avoir un échantillon de diverses opinions, ce sera avec plaisir. Faites-le moi savoir en commentaire. Et sinon, entre-temps, merci à vous et à la prochaine pour un tout nouvel épisode. Merci.